vous appelez? Je m'appelle Antoine, je suis enchanté. Moi aussi, je suis enchanté. Moi, je suis Guillaume. Guillaume. Alors, Antoine, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dites-moi. Alors, j'écris, je fais de la musique, Mhm. et je m'efforce d'être un homme le plus heureux qui puisse être possible dans les limites de notre apparente condition humaine. Wow. Et vous, Guillaume? Ce que vous venez de dire me suggère que vous êtes une personne d'esprit. Moi, je suis musicien, je suis compositeur pour musique de film, et je suis assez porté sur les langues, sur les cultures étrangères, sur les voyages. Je suis aussi voyageur, et ma vie tourne autour de ça. Entendu. Nous sommes donc ici, tous les deux, pour parler d'un problème qui est quelque peu complexe, qui est celui de l'existence humaine. Ah, vous pensez que le fait qu'on existe soit un problème? Je ne crois pas qu'il y ait de problème dans le fait d'exister en tant qu'être humain, mais qu'actuellement, je crois, oui, qu'il y a une grande souffrance dans l'humanité. D'où vous la tirez, cette souffrance? Où est-ce que vous la voyez, cette souffrance? Partout, partout où je vais, partout où je bouge, partout où je vis, il y a, je crois, une grande peur dans l'être humain. Il y a... Voyez-vous, souvent les gens fonctionnent excessivement par la pensée. Les gens communiquent entre eux par la pensée. Par exemple, je dialogue aujourd'hui avec vous et nous nous disputons. Je vous dis par exemple que vous êtes quelqu'un de mauvais. Oui. Et vous n'aimez pas ce mot-là, vous n'aimez pas cette image que cela peut vous renvoyer. Parce que vous avez été éduqué, vous avez vos croyances, vous croyez être quelqu'un, vous jouez peut-être un rôle dans la vie de tous les jours. Et partant de là, vous êtes blessé lorsque je vous dis que vous êtes quelqu'un de mauvais. Donc, dès lors, parce que vous êtes blessé, vous mémorisez cette blessure dans votre pensée de ce que je vous ai dit. Oui. Dès lors que nous risquons peut-être nous revoir, si nous sommes amenés à nous revoir, vous aurez donc dans votre pensée le souvenir conditionné de cette relation à moi. Je suis éventuellement celui qui vous a blessé. Vous avez été blessé en ma présence. Vous mémorisez cette blessure. Comprenez-vous ce dont je m'efforce de parler avec vous, là, maintenant? Moi, je pense très clairement et très sincèrement que le fait que cette personne puisse mal prendre le fait que vous lui ayez dit que c'était quelqu'un de mauvais n'est que de son ressort. Après, il est un peu normal quand on voit une personne, ou quand on revoit cette personne plutôt, de se mémoriser les faits passés en sa présence. Mais après, la personne peut très bien se dire « il a dit que j'étais mauvais, c'est tant pis pour lui, il ne sait pas ce qu'il rate », d'un certain sens. De toute façon, quel intérêt il y aurait eu à dire à une personne qu'elle est mauvaise, de toute façon? Quelqu'un de consciencieux ne se permettrait pas d'utiliser de tels adjectifs ou de tels mots. Monsieur Guillaume, C'est cela. je ne sais pas si
vous êtes véritablement avec moi dans cette conversation. Il semble que peut-être tout aille pour le mieux dans ce que vous vous efforcez de dire ou ce vers quoi vous vous efforcez de tendre. Mais le fait est que le monde souffre. Le monde souffre, c'est un fait. Pouvez-vous l'ignorer? Pouvez-vous dire non, le monde ne souffre pas, le monde est épanoui, le monde est heureux? Pouvez-vous sincèrement affirmer cela? Non, je n'affirme pas non plus que le monde est tout joli. Hein. Il est vrai qu'il y a une certaine souffrance. Il y a une certaine souffrance qui fait que parfois on se remet en question. On se dit mais pourquoi de telles choses se passent? Pourquoi on a souvent de plus en plus tendance à penser que les gens aient du mal à s'écarter des sentiers battus? Maintenant, moi, ce que je pense personnellement, et cela peut-être relève de l'individualisme, c'est que pour le moment, dans ma vie, je n'ai pas trop le temps de penser au chemin des autres, mais à mon chemin personnel. Et si les autres souffrent, si je vois la souffrance de quelqu'un qui est présent dans la même pièce que moi, cela peut dépendre des circonstances. Je peux bien me permettre de lui parler de certaines choses, mais après, comme je vous le dis, cela peut relever d'un certain individualisme, mais il est vrai que je pense surtout à ma propre évolution d'abord. Et il y a tellement d'espace occupé que il est normal qu'on puisse essayer de se créer la mienne. Et au fond, je pense que si le monde est en souffrance, il faut déjà, pour commencer à le soigner et à le rendre meilleur, il faut aussi déjà se rendre compte qu'il faut ne pas souffrir en tant qu'individu. Exactement, je crois que je comprends ce que vous exprimez en parlant de l'individu qui ne doit pas souffrir, car, voyez-vous, si vous souffrez, si je souffre, c'est le monde entier qui souffre avec moi. Car il semble tout à fait vraisemblable que dans la conscience, nous soyons tous connectés les uns aux autres. Il n'y a pas de différence. Si vous allez mal, peut-être que je vais mieux que vous, mais je suis inévitablement, en votre présence, affecté par votre mal. Je ne ressens pas votre mal tel que vous, mais le fait que vous souffrez est quelque chose de présent et d'existant en soi. Mais je suis d'accord que vous voulez dire que les tempéraments de chacun peuvent s'influer les uns les autres quand il s'agit d'être en proximité. Quand on est dans la même pièce, il y a un amas de tempéraments qui s'interchangent les uns les autres et qui font plus ou moins l'ambiance de l'endroit. Mais après, je pense qu'il faut déjà bien se sentir en soi. Si déjà tu te sens bien en toi, tu peux commencer à ce moment-là à te préoccuper des autres. Et oui, et je pense qu'il y a une souffrance qui est pas évidente à voir forcément, mais c'est pas le côté de la souffrance qui existe qu'il faut en parler. Pour le rendre meilleur, je pense qu'il faut déjà commencer à montrer que il faut montrer une certaine force et une certaine conscience chez les gens, et que les gens
continuent à souffrir et qui le rejettent, ou alors qui s'ouvrent et qui sont prêts à recevoir ce que vous dites, c'est de leur ressort. Mais je pense déjà que faut pas trop s'attarder sur le fait, il faut s'attarder sur ce qui peut advenir de ce fait. Je pense que ça peut passer par un certain... Si par exemple, la haine, les propos haineux est violent, si c'est si contagieux que ça, l'histoire a démontré que la violence peut se répandre comme une traînée de poussière. Mais alors pourquoi pas l'amour aussi? L'amour, je pense que ça peut être aussi quelque chose qui peut se répandre à la vitesse de la lumière. Donc, si on montre beaucoup d'amour en soi, je pense que beaucoup de gens seraient aussi réceptifs. Je pense que il y a une certaine souffrance et tout le monde le sait, on en est tous plus ou moins conscients. Maintenant, on peut en faire quelque chose de cette souffrance, il faut en tirer quelque chose. Et il y a bien des causes de cette souffrance. Ainsi, monsieur, je ne vous invite pas à chercher quelles pourraient être les causes de la souffrance, mais bien, comme vous sembliez l'avoir notablement entendu ou souligné, à nous élever au-delà de la souffrance. Quel est le processus par lequel nous pouvons nous libérer du joug de la souffrance? Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ose le dire et le croire, que nous parlions de la pensée. La souffrance n'est pas... La pensée, on peut lui donner l'interprétation qu'on veut après, mais il se peut que oui, la pensée, ce soit le processus d'assimilation d'un objet à un autre objet, à un souvenir. C'est grouper des choses, des événements, des faits marquants dans notre vie. Par exemple, je vois une araignée, je me dis « Ah, c'est horrible !» Parce que quand j'étais petit, j'avais vu une araignée qui était grosse comme ça, juste au-dessus de moi, dans ma chambre, et que j'avais crié à l'aide, et que j'ai mis pleurer à la bras de ma mère. Ça peut être un processus de pensée, parce que j'ai été habitué à avoir peur des araignées, et que du coup, à chaque fois que j'en vois un, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. La pensée, ça peut être ça, enfin moi, c'est ce que je conçois de la pensée. C'est assimiler des choses à des faits qui font notre sens critique. La pensée nous conditionne, n'est-ce pas? Oui, clairement qu'elle nous conditionne. Et tellement d'ailleurs, que des fois, quand on se remet en question, c'est la pensée qui commence à flipper. Nous sommes donc pris au piège. Nous essayons de résorber le problème de la pensée par la pensée. Par la pensée. Parce qu'il me semble quand même qu'il y a des moments où quand on commence à savoir des choses qu'on ne pensait pas savoir, qu'on croyait connaître mais qu'on ne connaît pas, d'où le terme se remettre en question, je pense que c'est là où la pensée commence, où on commence à apprendre à faire disparaître les pensées, pas forcément à les éradiquer, c'est juste une substitution de pensée basique en une pensée un peu plus fondée après, selon les circonstances. J'appelle cela la conscience. Vous conviendrez donc qu'il existe une autre forme d'intelligence, une autre forme de vie dans l'être humain qui est fondamentalement différent de la pensée et de son processus mécanique et conditionné qui enregistre les événements passés. Il existe donc ce que j'appelle la conscience. Oui. Toute la question du pourquoi nous discutons, monsieur, et j'ose l'espérer, est d'essayer de comprendre concrètement comment nous parvenons
à devenir conscient, c'est-à-dire à être libre de la pensée, à ne pas être influencé par les images du passé, par la douleur que l'on a vécue dans notre passé. Il se peut que j'ai un petit doute, enfin, on peut la connaître, mais je pense que le moyen le plus facile, à mon sens, c'est de jamais connaître rien du tout, en fin de compte. D'où les termes qu'on connaît, des apprentissages, tout ça. En fait, je pense que l'école, par exemple, c'est surtout des institutions qui sont surtout créées pour donner, pour soi-disant officiellement se dire ambassade de la conscience ici, dans cette matière, dans cette existence matérielle telle que nous vivons. Essayer d'adapter les jeunes enfants insouciants et qui sont brillants comme tout à cette dure réalité, même si on sait elle n'est pas forcément là pour résoudre des problèmes, et d'ailleurs je pense qu'elle n'a pas à le faire. Mais après, bon, l'école c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Voyez-vous, dans la connaissance, il n'y a pas d'effort à faire. Lorsque l'on aime ce que l'on fait. Ah oui, lorsqu'on aime ce que l'on fait, c'est vrai que la connaissance nous paraît. Quand on aime, on ne compte pas les efforts qui nous sont demandés. Tout à fait. Donc, parce que on aime ce que l'on fait, il n'y a pas un processus d'effort pour parvenir à connaître l'objet que l'on saisit, que l'on est en train de pratiquer, sur lequel nous sommes absorbés. Exactement. N'est-ce pas? Donc il semble bien qu'il existe véritablement un espace où ce ne sont pas les pensées qui sont présentes, mais autre chose, n'est-ce pas? Les volontés. Je pense que dans ce cas-là, par exemple, un bon professeur, ce serait le premier à dire, le premier professeur de chacun, c'est pas celui qui vous apprend comment faire des opérations ou des soustractions, c'est le premier professeur, c'est chacun de nous. Si tu as envie d'apprendre quelque chose, tu te crées ta propre didactique qui fait que, après, cette didactique peut être différente selon les personnes. Certains sont doués en maths, d'autres en musique, mais je pense que, oui, le premier professeur, quand on t'enseigne quelque chose, c'est toi-même. N'est-ce pas? Mais cela ne suppose-t-il pas que je sois dégagé de la pensée, si je veux être mon professeur? Je pense c'est dégagé de la pensée d'une certaine manière. Eh bien, monsieur, sans pour autant désapprouver ce que vous dites... Déjà prouvé, s'il vous plaît. Je crois... Un débat où on est tous d'accord, ce serait de la flagornerie, et ça n'aurait aucun intérêt. Dites. Le monde n'est pas libre. Le monde souffre. Et le monde souffre parce que il n'y a pas, à proprement parler et de manière générale, un monde où chaque individu est son propre, comme vous sembliez l'indiquer juste avant, son propre moteur, le propre mécanisme de lui-même. Les gens souvent croient peut-être à tort l'être parce qu'ils pensent justement, et s'ils ont éventuellement un code de conduite, une didactique, comme vous l'aviez bien souligné, cette didactique
n'est bien souvent que le résultat de la pensée. Je vous donne un exemple. Je pense que boire du café chaque matin est quelque chose de moral. Voyez-vous? Donc, pour moi, ceci est moral. Mais si ma pensée retient cette information comme quelque chose de didactique, de sorte à se focaliser exclusivement sur ce fait-là, boire un café chaque matin est quelque chose de moral, alors je ne fais plus attention à ce qui se passe autour, voyez-vous? Et donc, ma pensée me conditionne uniquement sur l'exclusivité de son objet. Boire ce café chaque matin est moral. Donc, s'il y a des personnes, voyez-vous, qui ne boivent pas de café chaque matin, mon esprit, ou plus particulièrement ma pensée, parce qu'elle est fixée sur un objectif exclusif, ne peut que difficilement, voire pas, se synchroniser avec une information contradictoire avec ce qu'elle a enregistré. Comprenez-vous ce que j'essaye de dire? Oui, oui, clairement. Mais là, il s'agit pas, je pense, oui, c'est... Il est vrai que c'est pas tous les individus qui sont maîtres, mais ceux qui n'ont pas ceux qui ne sont pas forcément parvenus à être maîtres de leur vie, vous pensez réellement que est-ce que ça devait se passer comme ça, ou est-ce qu'il y a un problème dans le processus d'existence, ou... Les choses arrivent de toute évidence. Et je ne suis pas là pour inviter votre pensée une fois de plus à se focaliser exclusivement sur, je ne sais pas, un enseignement, une idée toute faite. Cela serait stupide en soi, ce serait un conditionnement de plus, alors que la pensée, pour la plupart des individus vivant dans le monde, a déjà enregistré une multitude d'exclusivités. C'est cela le conditionnement. Alors, je suis ici pour discuter avec vous, pour essayer de comprendre ce dont il est question, et surtout pour savoir si nous pouvons nous sortir de ce mécanisme sordide de la pensée. Il me semble quand même que je pense quelque part que il est vrai que l'avantage, et bon, ça peut être aussi un inconvénient, mais l'avantage de créer des mots comme le mot pensée, cela implique qu'il peut y avoir une non-pensée, ou que le mot de la pensée peut être inexistant, ou que la notion de pensée soit inexistante. Un exemple très simple, avec des mots, on peut les attribuer à n'importe quoi. Par exemple, Gandhi, un jour des scientifiques occidentaux lui ont expliqué que les gens en Occident, ils prenaient tellement de médicaments, enfin, ils avaient tellement peu de confiance en eux qu'ils prenaient beaucoup de médicaments pour ça. Et il expliquait en anglais le mot self-confidence, qui était la confiance en soi. Et il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Self-confidence. Et on lui a expliqué le mot, on lui a expliqué la définition. Il ne comprenait toujours pas, parce que pour lui, ça n'existait pas. Il y avait la notion d'avoir une grande confiance en soi ou de pas. C'est juste, c'était neutre pour lui, ça. C'est comme si, dans une programmation, c'était une jauge qui n'était pas activée pour lui.
avec le fader pour de 0 à 10, quoi. Lui, c'était pas ça, c'était quelque chose qui n'avait aucun sens, à la limite. C'était du néant pour lui. Et donc, je pense que on parlait de pensée, et je pense que le pensée est étroitement lié au mental aussi, quelque part. Mais je pense que avec les mots, on peut en faire ce qu'on veut. On peut très bien dire, on peut très bien parler au nom de la conscience, mais quelle conscience? Est-ce que ce serait conscience avec un grand C, ou est-ce que c'est avec une conscience qu'on a pu développer nous-mêmes? Monsieur, Oui. je vous invite à observer ce que vous dites. Il me semble que vous cherchez de nouveau, il y a la pensée qui intervient dans la façon dont vous vous exprimez. Vous cherchez à établir, à classifier ce dont nous discutons. Est-ce la conscience avec un grand C ou la conscience avec un petit c? Vous êtes avec moi. Nous sommes ici, voyez-vous, pour nous libérer peut-être de ce processus qu'est la pensée même. Car voyez-vous, si je vous dis nous sommes ici pour parler de la conscience avec un grand C, peut-être allez-vous me dire eh bien, je suis d'accord avec vous, et alors nous allons à nouveau, chacun et mutuellement, nous focaliser exclusivement sur une idée, une pensée, quelque chose de exclusif, d'isolé et de séparé du reste. Et c'est là qu'est le danger de la pensée. Ainsi, pouvons-nous véritablement parvenir à dialoguer de sorte à rester entièrement libre de tout processus mécanique de la pensée? C'est toujours très difficile, surtout de nos jours. C'est quelque chose qui n'est pas forcément... Déjà, ce n'est pas forcément un sujet qu'on appelle tabou. Je ne parle pas de classifier un sujet tabou ou quoi. Je parle dans la vérité matérielle des choses. Quand je dis conscience avec un grand C, je parle de celle qu'on glorifie peut-être à titre un peu exagéré, alors que... Mais je sais très bien qu'en fin de compte, la conscience, c'est pas quelque chose qu'on définit, c'est quelque chose que l'on vit. Et il me semble aussi que de toute façon, bon, là je me permets de classifier des fois certaines choses, peut-être à mon inconscience ou sans le faire exprès, parce que il me semble que dans notre discussion, il y aura sûrement des gens qui nous entendront et qui doivent nous permettre, qui doivent nous demander une certaine accessibilité au niveau de l'élocution. Je pense que tout arrive avec des petits paliers. Moi, c'est vrai que j'ai eu un conditionnement où on m'a toujours dit que rien n'arrive très facilement. Maintenant, je ne peux pas faire un sursaut de conscience, sauf à des moments où, quand je m'endors, j'ai deux zones du cerveau qui s'activent. Je vous en prie, monsieur, ne cherchez pas nécessairement aussi loin. Soyez ici avec moi, tel que vous êtes. Nous sommes ici pour nous exprimer totalement librement. Et cela demande, dans un monde tel que le nôtre, tel que celui où la pensée a pris une place
si importante dans chaque être humain. Cela demande, voyez-vous, beaucoup d'intelligence. Et je ne parle pas d'une intelligence mécanique qui serait encore celle de la pensée, ou de toute forme d'intelligence pratique ou théorique ou intellectuelle. Je parle d'une intelligence propre à la vie, une intelligence qui émane de votre cœur, de votre sentiment le plus sincère, le plus pur. Car c'est peut-être dans cet espace, dans cette possibilité de discussion que tout ce que nous pouvons être amenés à échanger et échangeons devient vivant, voyez-vous. C'est-à-dire est le résultat de quelque chose que vous vivez ici avec moi, parce que vous êtes vous-même tel que vous êtes et pas tel que votre pensée vous dicte ou vous invite à vous conditionner. Et vous croyez que vivre sans penser nous permettrait de parler à un débat comme celui-ci? Votre question est tout à fait pertinente. Je crois que la pensée existe et elle a très certainement raison d'exister. Je crois que la pensée a sa place. Elle a une place. Voyez-vous, je veux prendre mon train car tout à l'heure j'ai un rendez-vous à tel endroit, à 19 h, admettons. La pensée m'aide à savoir qu'à 19 h je dois prendre le train. Ce souvenir, aussi conditionné soit-il, va s'avérer utile dans un but et un sens pratique, car je pourrais prendre mon train. Et donc, la pensée est utile. Exactement. Maintenant... À des fins pratiques, vous voulez dire. Tout à fait. Mais la pensée n'est pas vivante en tant que telle, n'est-ce pas? Elle n'est que le résultat d'informations résultantes du passé. D'un conditionnement qu'on a choisi? Je ne sais pas si ce conditionnement, nous le choisissons. Et voyez-vous, je reviens donc sur tout à l'heure, lorsque, admettons, je vous dis que vous êtes mauvais, et la pensée intervient et vous fait savoir que cet homme, moi, vous a dit que vous étiez mauvais. Et voyez-vous, si vous n'êtes pas en mesure de vous élever au-dessus de la pensée, ou je veux dire par là, fonctionner par quelque chose d'autre que la pensée, vous êtes donc conditionné, lorsque vous discutez là maintenant avec moi, à vous souvenir de moi qui vous a dit que vous étiez mauvais. Et donc, parce que vous n'aimez pas ce mot mauvais, vous émettez toutes sortes d'images sur moi, sur ce qu'est le mot mauvais. Et donc, voyez-vous, ce n'est dès lors plus avec moi que vous discutez, mais avec des images que vous avez créées. Et il en va de même si vous m'insultez, que je n'aime pas les insultes que vous proférez à mon encontre, envers ma personne, et si je me permets de discuter avec vous, ce n'est donc pas avec vous que je discute, voyez-vous? C'est avec votre mental. Exactement, avec mes images ou ma pensée. Et vous voulez dire que vous discutez simplement qu'avec votre propre projection? Tout à fait, tout à fait. Et dès lors, voyez-vous, c'est comme ça que surviennent les conflits entre les êtres humains. Bah oui. Les conflits résultent de cette relation à sa propre pensée. Et comme l'un comme l'autre restent attentifs et sont habitués à fonctionner par la pensée, et que par exemple les deux personnes sont dans la même pièce, voyez-vous, je suis en train de créer une relation à moi-même, je ne suis donc plus en mesure de prêter attention à vous,
honnêtement et sincèrement sur ce que vous dites véritablement ou sur quelles sont les intentions véritables de ce que vous dites, puisque je suis tout à fait absorbé exclusivement dans ma pensée, dans les images en moi. Voyez-vous, toute mon attention est limitée car elle se focalise exclusivement. Ainsi, étant déjà encombré, surchargé de mes propres informations, comment pourrais-je tolérer davantage émanant de vous, de ce que vous allez exprimer? Ainsi donc, si vous fonctionnez comme moi, à avoir une propre relation avec vos images et vos projections, il semble difficile d'échapper à un évitable conflit, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Voyez-vous, c'est là toute la complexité de la pensée. Et ce n'est, hélas, pas forcément quelque chose que nous devons résoudre, car pour la plupart d'entre nous, la seule chose qui résout, depuis que nous sommes petits, c'est la pensée. Nous allons à l'école, nous essayons de résoudre des problèmes. Nous menons une vie d'adulte. On commence déjà par des problèmes en maths. Déjà, pour commencer. Exactement. Par exemple, c'est exactement ça dont il s'agit. Vous avez une voiture, vous avez un problème mécanique, vous avez une famille, aussi. vous avez un problème financier, vous avez un problème et plus vous avez de problèmes, plus vous vous entraînez, plus vous conditionnez, plus vous répétez votre usage de la pensée. Vous vous servez de la pensée pour essayer de résoudre ces problèmes. Ouais. Il n'y a donc pas d'issue possible. Vous voulez dire qu'on ne résout pas les problèmes avec la pensée? Exactement, nous les entretenons, nous entretenons notre relation conditionnée à nous-mêmes. Voilà ce que nous faisons pour la plupart d'entre nous et la plupart du temps. Voyez-vous, de là résulte le conflit et l'inévitable souffrance qui s'ensuit. Oui. Oui, il est clair. Il est vrai, d'autant plus que, enfin, comme vous le dites, l'histoire a bien montré comment on peut... Enfin, l'histoire ne fait que appuyer votre thèse, avec lequel je suis en parfait accord. Ne soyez pas d'accord avec ce que je dis. Je suis d'accord, j'ai le droit d'être d'accord comme j'ai le droit de ne pas être d'accord. Allons. Non mais il est vrai, c'est pas par appui, par soutien contre quelqu'un d'autre. C'est juste que j'approuve par ma propre expérience et par ce que je suis, ce que vous venez de dire. Je comprends la mesure dans laquelle vous vous efforcez d'exprimer cela. Et il me semble d'ailleurs en effet que vous ne vous en efforcez pas car vous êtes en dehors de la pensée. Vous êtes ici avec moi. Je sens toute votre énergie qui est présente là maintenant. Et ce n'est pas par mécanisme que vous avez dit « je suis d'accord avec vous ». Ainsi donc, quand bien même vous exprimez « je suis d'accord avec vous », vous semblez ne pas en avoir fait une exclusivité. Oui. Mais au final, seul vous serez réellement capable d'être attentif en vous-même pour savoir si vous en avez fait une exclusivité ou pas. Voyez-vous, je ne peux pas prendre conscience, être attentif à votre place, n'est-ce pas? Je ne vous le demande pas. Mais en revanche, je peux le faire en ce qui me concerne. Oui, tout à fait. Donc je peux observer intérieurement, c'est-à-dire ma pensée parle ou s'agite ou m'évoque des images, des idées. Je l'observe telle qu'elle est. Je m'en détache parce que je ne suis pas ma pensée, voyez-vous? Oh non. Mais est-ce qu'on peut être notre conscience? Si on n'est pas notre pensée, si on n'est pas notre ego, est-ce qu'on peut être notre conscience? c'est là tout l'intérêt de ce dont nous sommes en train de parler. Comment se sortir de ce mécanisme de la pensée? J'ai pu, au courant de ma
modeste petite vie et étroite expérience, pu communiquer avec des gens qui, à maintes reprises, m'ont dit « Mais comment ne pas penser, comment être hors de la pensée? Cela semble impossible, voire inaccessible. » Je ne dis pas qu'il y a un moyen tout prêt, tout fait pour s'en sortir. Je vous invite à observer en vous la pensée qui se manifeste telle qu'elle. Et je crois que si vous voulez vous déposséder de ce champ où la pensée vous retient dans ce qu'elle est, vous ne pouvez pas seulement dire « je ne veux pas être la pensée, je suis hors de la pensée » car, voyez-vous, la pensée est toujours là. Et pour cela suppose d'avoir beaucoup de discernement intérieurement et d'être capable d'observer la pensée telle qu'elle apparaît en vous. De l'observer, c'est-à-dire de ne pas... Observer cette pensée, vous dites. Exactement, Comme dans le pouvoir du moment présent, où il est très clairement dit, il faut l'extraire, l'observer et, comment dire, la disséquer en quelque sorte. Oui, mais la complexité est que cette dissection va retourner dans le processus de la pensée elle-même si vous n'observez pas la pensée telle qu'elle est. C'est-à-dire que vous ne pouvez être dissocié de la pensée. Vous ne devez pas la condamner. Vous ne devez pas dire ce que je pense est mal ou ce que je pense n'est pas bien. Ou vous dire que vont dire mes parents si je pense cela, ce que je pense est immoral. Vous devez simplement observer la pensée sans intentionnellement et énergétiquement émettre de jugement de valeur quelconque dessus. Vous devez l'observer telle qu'elle se manifeste en vous. Car voyez-vous, ce qui alimente la pensée, toujours plus ou davantage, est que souvent nous continuons de nourrir la pensée parce que nous analysons notre pensée avec la pensée, nous la disséquons, cette pensée avec notre pensée. Nous essayons de nous dire est-ce que ce que je pense est bien ou mal avec la pensée. Et donc nous ne sortons pas de ce processus car c'est notre pensée toujours et encore. Mais est-ce que dans ce... Alors, d'après ce que vous venez de dire, oui, est-ce que vous, par exemple, comme il y a une fameuse phrase, je crois que ce venait de Pascal qui disait « se moquer de la philosophie, c'est philosopher ». Est-ce que, dans ce cas-là, se moquer de la pensée et s'arrêter de penser, de manière comme vous l'expliquez vous, est-ce que c'est aussi penser alors? D'abord, je voudrais vous dire, monsieur, qu'il ne s'agit pas d'arrêter de penser. La pensée a sa place. Oui, vous venez de le dire. Il s'agit de ne pas être prisonnier de la pensée. De ne pas définir votre existence par rapport à vos pensées. De ne pas vous limiter à la pensée. Vous ne pouvez pas avoir toutes sortes d'images en vous que vous insuffle ou vous souffle votre pensée, qui vous dit excusez-moi, que vous êtes ceci, que vous êtes cela, et dire, et ressentir plutôt,
qui me semble être un meilleur terme, ressentir que vous êtes libre. Car voyez-vous, ce sont des images que vous avez en vous, de vous-même. Vous n'êtes pas libre à ce moment-là. Vous n'êtes libre que parce que vous acceptez que la pensée se manifeste exactement telle qu'elle se manifeste dans votre esprit et que vous n'émettez aucun jugement de valeur là-dessus. Vous acceptez entièrement la pensée telle qu'elle est. C'est une acceptation qui ne vient pas de la pensée. C'est une acceptation qui émane d'autre chose. Peut-être pouvons-nous alors parler de la conscience. La conscience, notre moi intérieur, nos sentiments les plus vivants, ce qu'il y a de vivant en l'être humain, accepte la pensée telle qu'elle. Et dès lors, la pensée n'a plus la même emprise sur vous. D'accord. Parce que vous l'acceptez telle qu'elle est. Vous ne l'avez ni jugée ni condamnée, donc vous n'engendrez pas nécessairement de nouvelles pensées. La pensée, généralement, semble toujours s'accroître davantage en ses objets et en les images qu'elle véhicule, en les exclusivités qu'elle se donne le droit de manifester en vous, parce que vous essayez de résoudre quelque chose, vous jugez, vous établissez un jugement de valeur. Et voyez-vous, depuis que vous êtes né, vous êtes entraîné partout à faire cela. Vous êtes entraîné à juger, à établir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est mauvais. L'école vous entraîne à cela. Dans les traditions, les cultures, votre famille vous entraîne à cela, vous invite à fonctionner comme cela. Il n'y a presque que ces références-là extérieurement à vous qui se manifestent à vous depuis que vous êtes tout petit. Ainsi, votre esprit est surentraîné à se servir de la pensée et à utiliser la pensée de manière, j'ose le dire, disproportionnée par rapport au rôle peut-être simplement pratique et utilitaire que devrait ou qu'a véritablement la pensée. Car il n'y a pas dans ce que je cherche à dire lorsque je dialogue avec vous un dictat quelconque. Je rêverais ou je serais dès lors le premier à vouloir détruire tout dictat que je pourrais moi-même, par manque d'attention peut-être, créer. Mais ce dictat, le problème avec, par exemple, certaines personnes, cela peut être, ce n'est pas du dictat pour vous, mais il est vrai que pour certaines personnes, ils peuvent, même sans votre autorisation, vous conduire à un certain dictat. Mais après, bon, je veux dire par là, par exemple, il y a eu tellement d'histoires de personnes qui ont dit des choses et c'était avec amour, et les gens, même si ces paroles ont été dites avec tellement d'amour, tout d'un coup, quand les gens veulent le porter à d'autres, il y a quelque chose qui... C'est pas de l'amour, c'est la pensée que les gens qu'ont pu se fixer à ces paroles d'amour, de sagesse, de tout ça. Bon, on a écouté beaucoup de sages, mais on en a beaucoup... On l'a transféré avec une pensée accrochée là-dessus, avec une projection dessus. Et... Donc, à supposer qu'il y ait des hommes qui aient pu vivre ou exprimer des choses peut-être avec conscience, en faisant abstraction de leurs pensées, en étant détachés ou libérés de leurs pensées, d'autres hommes écoutent et enregistrent avec la pensée. Et donc, nous sommes ici pour discuter de ce problème complexe, de parvenir... De la communication, en
fin de compte. Exactement. Parce qu'entre ce que je veux, il y a une phrase qui dit, entre ce que je veux dire, ce que je dis, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, ce que je veux vous faire comprendre, et ce que vous, par exemple, vous voulez entendre, il y a à peu près 7 manières de communiquer. Mais essayons quand même. Vous veniez juste de souligner un problème très important, qui est celui d'écouter éventuellement ce que l'on peut appeler des maîtres ou des illuminés, des sages ou je ne sais pas quel autre nom voulez-vous leur donner, des gourous peut-être. Voyez-vous, nous en arrivons souvent à des confusions et des erreurs d'interprétation parce que déjà je crois qu'il y a quelque chose d'absurde dans le fait de vouloir s'en remettre exclusivement à l'enseignement de quelqu'un ou de quelque chose. Et là se trouve le premier problème, ce premier aspect du problème d'écouter quelqu'un. Ainsi, vous dites par exemple quelque chose qui, d'après vous, serait la vérité. La manière dont vous buvez ce jus, la manière dont vous vous exprimez, me rassure. Voyez-vous, j'aime la manière dont vous parlez, dont vous buvez ce jus. Vous émanez quelque chose par quoi j'ai confiance en vous. Cela n'est pas mauvais en soi, mais dès lors que ma pensée se fixe, voyez-vous, de manière mécanique sur ce que vous dites, la manière dont vous le dites et la manière dont vous faites les choses, il y a dès lors à nouveau une exclusivité et donc j'ai encore fonctionné avec ma pensée de manière conditionnée. Même si c'est plutôt avec des adjectifs positifs, des choses qui vous envoient à des choses positives. Peut-être que oui, parce que il se peut que l'on soit déçu par la suite, en fin de compte. Voyez-vous, monsieur, je crois que dès lors que l'objet sur lequel nous nous penchons, entre autres ici la manière dont vous mangez ou buvez votre jus, ou exprimez la vérité, si admettons vous êtes un sage et que je ne suis pas ce que vous êtes et que j'écoute ce que vous dites, ma pensée est dès lors qu'elle s'est fixée sur ce que vous dites ou sur ce que vous faites, n'est ni positive, ni négative. Elle est mécanique. Elle a quelque chose de mécanique en elle. Je ne suis plus en train de ressentir dans l'instant présent ce que vous mangiez avant. Je m'en souviens, n'est-ce pas? Je ne suis plus en train de vivre la vérité qu'éventuellement vous portez en vous et communiquez, si vous êtes un sage. Je m'en souviens. Voyez-vous, je suis donc conditionné par ma pensée et par les images que je projette sur vous. Dès lors, évidemment, il semble que suivre quelqu'un est quelque chose d'absurde en soi. Parce qu'en suivant quelqu'un, nous sommes prisonniers, non pas de la personne directement, mais de nos projections sur la personne, Oui. qui nous conditionnent, qui nous enferment en nous-mêmes, sur des images de nous-mêmes ou des images de ce qu'est l'autre. Et c'est donc là où je crois que la vérité ne s'acquiert pas par la soumission
ni par l'obéissance, ni même par l'acceptation. Comprenez-vous? Je peux peut-être écouter ce que vous dites, car il me semble que dans ce que vous dites, avec sagesse, il y a du bon sens, il y a peut-être de l'amour, de la lucidité, de l'intelligence, de l'émerveillement et de la joie. Donc, je suis attentif à vous. Je suis attentif, mais je n'accepte pas. Comprenez-vous la différence? Oui. Cela ne veut absolument dire que je ne vous accepte pas dans ce que vous exprimez. Je n'accepte pas de me conditionner à ma pensée, d'obéir à des images. Très bien. D'obéir à vos propres images, bien évidemment. Ou à celles que vous seriez susceptibles de vouloir me faire obéir. Ah, non, si je vous renvoie à certaines images des fois, que vous suivez ces images ou pas, ce n'est pas intentionnel. Donc croyez-le que je ne vais pas non plus me mettre à vous mettre en tête des choses qui me paraissent trop compliquées à mon sens. Oui, j'ose espérer que c'est pour ça que nous sommes là. Oui, je pense. Discuter. Mais est-ce que vous pensez que tout ce qu'on vient de parler là, nous, en tant que classifiés... Monsieur, vous êtes en train de demander si ce que nous faisons maintenant a un sens. Mais je vous invite, au-delà de nos possibles rigolades, à y mettre toute votre énergie, à vous impliquer entièrement dans ce dont il s'agit ici. Car la souffrance dans l'être humain est quelque chose de réel. Tous les jours, dans le monde, il y a des conflits. Ainsi, je crois qu'il n'est pas sans ne pas être une certaine importance à ce dont nous sommes en train de discuter, à ce que nous nous efforçons de partager, de vibrer, de comprendre et d'apprendre sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes et sur quel est le sens de notre vie et de notre existence en tant qu'être humain. Ce que j'insiste, c'est vraiment les autres êtres vivants. Je me permets de rementionner ces termes. Je vous en prie. Mais si en tant qu'être humain, on peut se connecter nos propres auras vibratoires, nos propres... si dans la communication entre êtres humains, on peut se... Est-ce que les animaux, ils peuvent aussi, quelque part, développer une certaine conscience ou... Non pas que je cherche de réponse et de me fixer sur vos mots, mais de votre expérience sur les animaux, vous en avez pu observer quelque chose? Si vous parvenez à faire abstraction de votre pensée, à être libre des images que vous projetez, dès lors, ce n'est pas dans l'instant présent les images que vous avez en vous que vous percevez, mais vous percevez la vie telle qu'elle est, vivante, peut-être heureuse ou peut-être souffrante, mais vous la percevez telle qu'elle est. Vous percevez les plantes et les animaux, Oui. et vous réalisez, parce que vous êtes pleinement disponible et attentif à cela, qu'il y a de toute évidence une vie ou une conscience, peu importe véritablement quel mot on met dessus,
il y a la vie dans les animaux, la conscience dans les plantes. Tout cela est très vivant. Mais pouvez-vous réellement vivre avec cela? Et je crois la véritable question, en êtes-vous capable aussi? Êtes-vous capable de savoir quel est votre juste rapport à ces choses-là? Est-ce que vous demandez si les plantes ou les animaux ont une conscience dans le but de distraire votre pensée, de la synchroniser avec ce que vous croyez être bon ou mauvais, afin que vous puissiez vous dire l'animal est conscient, j'enregistre ceci comme une connaissance mécanique dans ma pensée. Cela n'aurait aucun intérêt en soi. Il semble davantage réel et authentique de se demander plutôt qui je suis moi-même par rapport au monde qui m'entoure. Qu'est-ce que je vis avec le monde qui m'entoure? Qui je suis? Et à cette question-là, vous ne pouvez vraisemblablement y répondre que parce que vous parvenez à faire abstraction de votre pensée. Et dès lors, que ce soit la plante ou l'animal ou un autre individu, vous êtes en train de réaliser, parce que vous êtes libre, non pas nécessairement de la condition humaine et des difficultés qu'elle peut engendrer, mais libre de votre pensée. Et donc, vous parvenez à modifier, à vivre véritablement votre vie, votre union, votre connexion avec ce qui vous entoure. Monsieur Antoine, c'est bien cela. Oui. Donc, vous m'avez dit au tout début que vous êtes écrivain. Vous avez écrit des livres qui portent sur la conscience, il me semble. J'ai un petit peu entendu parler de vous cet après-midi à la radio. Et je voulais savoir, est-ce que ce que vous parlez là maintenant, vous le dites un peu dans vos livres? Est-ce que vous avez déjà abordé ce thème publiquement dans un quelconque support, que ce soit le livre ou... Vous avez déjà écrit sur des sujets? Guillaume. Oui. Si vous observez en vous, pourquoi vous me posez cette question-là? Pourquoi cette question émane de vous? Est-ce véritablement important, admettons que j'ai écrit un ou plusieurs livres, de savoir si je traite de ce dont nous parlons? Pour plusieurs raisons. Je peux vous les donner si vous voulez. Mais cela ne serait-il pas une tentative de votre pensée pour classifier et enregistrer le genre d'écrivain que vous risquez d'être? Non, bien plus que cela. Une façon pour votre pensée de se focaliser exclusivement. Je ne veux pas classifier, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter à tout prix. C'est pour ça que je voudrais travailler sur ça, bien, monsieur. en vous posant la question. Tout à fait, mais c'est pour cela que je vous invite, de par ma présente réponse, à comprendre que j'ai pu écrire là-dessus ou pas n'est vraisemblablement sans importance aucune. Pourquoi vous pensez que c'est sans importance? Parce que la vie et tout ce qu'elle a de vivant se situe hors de la pensée. Ce n'est pas de la pensée. Je peux vous le dire très clairement, et je vous pose la question très sincèrement parce que j'estime que
je voudrais savoir si ce dont on parle maintenant, Oui. ici, fait l'objet de tout le travail que vous essayez d'accomplir depuis maintenant tant d'années. Admettons que je vous réponde oui, cela est ce dont je m'efforce de travailler depuis tant d'années. Quel peut être l'intérêt véritable pour vous? Qu'est-ce que vous pensez, croyez pouvoir y trouver là-dedans? Avez-vous peur que je puisse penser quoi que ce soit? Je ne suis pas certain. Je ne sais pas, monsieur. Mais vous répondre n'aurait en soi aucun intérêt car, voyez-vous, la réponse que je vous donnerai, si, admettons, je vous dis oui ou non, ne serait qu'une recherche dans ma propre pensée et le souvenir que j'ai de moi-même, de mes expériences antérieures à l'instant présent maintenant. Et donc la réponse que je vous donnerai serait mécanique, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ce ne serait pas une réponse libre, une réponse vivante. Il y a des questions. Vous voulez dire qu'il y a des questions qu'on ne peut pas répondre librement? Lorsqu'on tient des engagements comme être écrivain ou être artiste, ce sont des engagements auxquels on ne peut expliquer. On peut expliquer les motivations, Pourquoi voudriez-vous expliquer les motivations d'un artiste ou de la vie? Voyez-vous, c'est encore cette pensée qui cherche à expliquer les choses. La pensée seulement cherche à expliquer les choses. Voyez-vous, si vous vivez véritablement, là maintenant, vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous vivez. Parce que vous êtes en train de le vivre. Et parce que vous le vivez, vous êtes en train de le découvrir en même temps. Vous ne répondez pas à une question, vous agrandissez votre question. Votre question devient toujours plus vivante, vous êtes toujours plus curieux, toujours plus assoiffé de joie et de vie.
Parce que vous ne cherchez pas à vous enfermer dans la pensée qui explique tout, qui contrôle tout. Car voyez-vous, c'est ce que les hommes font. Ils contrôlent par la pensée. Ils expliquent tout par la pensée. Et comme la pensée est réductrice lorsqu'elle se fixe des objectifs isolés du reste de la vie, alors la pensée cherche encore à s'isoler un peu plus et toujours un peu plus à expliquer jusqu'à ce que, voyez-vous, jusqu'à ce que le cerveau devienne malade. Et c'est ce qui se passe. Les hommes souffrent et deviennent malades. Ils attrapent toutes sortes de maladies, ou alors il apparaît évident que toutes sortes de souffrances émergent dans ce qu'est l'être humain, toute forme de dysfonctionnement physiologique ou psychologique, mais parce que, voyez-vous, la pensée s'enferme toujours plus en accumulant les exclusivités de ces objets. Elle ne s'ouvre plus et ne vit plus, parce qu'elle cherche tout à expliquer, tout à contrôler. Oui, oui. Mais vous voulez dire, par exemple, dans ce cas-là, que quand on veut, par exemple, apprendre une langue, lorsqu'on commence à apprendre du vocabulaire, non que je veuille vous poser cette question pour vous engager dans quoi que ce soit, mais par exemple, lorsqu'on apprend une langue étrangère, lorsqu'on apprend du vocabulaire, il me semble que lorsqu'on apprend un mot, on fixe ce mot à ce qu'on connaît. On fixe ce nouveau mot qu'on ne connaît pas à ce qu'on connaît dans notre propre langue. Donc quelque part, lorsqu'on apprend une langue, on s'approprie un peu avec des images aussi, quelque part. Mais est-ce que dans ce cas-là, le mécanisme de la pensée est quelque chose qui n'a rien de subversif, ou est-ce que ce mécanisme de la pensée est-ce que ça peut dépendre en fait? Est-ce qu'on peut apprendre un mot et se l'approprier de manière très objective, ou est-ce que lorsqu'on apprend une langue avec du nouveau vocabulaire, on a tendance à se l'approprier et parfois à tort, en lui collant des mots, d'autres mots, des synonymes qu'on connaît, ou des images? C'est une question très intéressante. Et il me semble que, de toute évidence, cela soulève la question de qu'est-ce que apprendre. Et si apprendre, c'est simplement se pencher sur une connaissance, un savoir, apprendre de nouveaux mots, une nouvelle langue, par exemple, tout en l'assimilant avec éventuellement les images de notre conditionnement, de nos expériences propres, cela est-il d'un intérêt quelconque si vous le faites de sorte à simplement accumuler une connaissance de plus encore dans votre pensée? Est-ce là le véritable but d'apprendre? De vous enfermer
dans l'accumulation de connaissances qui vous définissent ce que vous êtes, la façon dont vous exprimez la vie en vous. Vous dites « je suis quelqu'un qui connaît les langues ». Est-ce là le but d'apprendre? Ou n'y a-t-il pas dans le fait d'apprendre, même si cela se produit au niveau de son mécanisme par la pensée et la synchronisation éventuelle avec des images ou des séquences d'imagerie propres à nos expériences, apprendre n'est-il pas quelque chose qui peut être quelque chose de vivant? L'apprentissage n'est-il pas quelque chose de vivant? Cela suppose que, certes, vous pouvez être amené à utiliser votre pensée pour vous souvenir de la connaissance, mais pouvez-vous apprendre sans vous limiter à la pensée? Cela suppose que votre pensée, n'est-ce pas, si elle intervienne sans effort de votre part. Comme je pensais à ce qu'on venait de dire tout à l'heure, quand on aime quelque chose, on se résout à l'apprendre bien, et quelque part, comme il n'y a pas d'effort, la pensée n'intervient que pour les choses essentielles comme la mémorisation de certaines choses, mais pas forcément à l'apprendre par nos propres projections. Je crois que vous venez de répondre en partie à la question. Clair. Vous aimez ce que vous apprenez, c'est-à-dire qu'il y a une autre force plus vivante et plus réelle qui est là, plus vivante et plus réelle que la pensée, qui est présente dans ce que vous apprenez, parce que vous aimez ce que vous apprenez. Et parce que vous aimez ce que vous apprenez, vous ne vous interrogez même pas sur l'éventuelle imagerie qui en vous synchronise l'objet que vous apprenez. Vous aimez, et donc votre pensée n'a vraisemblablement plus aucune importance, car vous êtes vivant dans ce que vous apprenez. Il me semble aussi que dans ce cas-là, c'est un peu de cette manière-là que c'est ça un peu c'est cela qui définit notre propre spécialité. Certaines personnes en fait, plus on apprend sans mécanisme sans intervention de la pensée, plus en fait on est vraiment tourné vers cette chose-là, vers cet apprentissage-là. Après, je ne sais pas pourquoi, selon nos prédispositions de chacun, tel sera spécialisé dans cette filière, tel autre sera spécialisé dans d'autres filières. Il semble que notre monde a créé une multitude de filières dans laquelle on peut plus ou moins tous s'y retrouver. Quand vous dites notre monde a créé ceci... Non, nous... Attendez. Je veux dire, il se trouve que de nos jours, dans ces circonstances, on est né avec une multitude de possibilités, de chemins possibles, mais qui peut être créé par nous-mêmes, ces chemins possibles aussi, qui font qu'on peut... Enfin, c'est impossible de s'y perdre, quelque part. Ou alors on peut s'y perdre parce que le chemin qu'on veut prendre peut-être aussi plus compliqué en soi. Mais après, bon, cela aussi peut relever aussi de la pensée aussi, de dire telle chose sera difficile. Il sera peut-être difficile, oui, mais je pense qu'il ne faut pas le dire par la pensée en disant c'est difficile. Il faut se dire c'est difficile, pas parce que c'est ma pensée qui le dit, c'est parce que c'est un fait, c'est réel. Mais comme j'aime cela, comme j'aime cette filière, comme j'aime cette voie,
j'accepte que c'est difficile. Voyez-vous, monsieur, c'est la pensée qui cherche à déterminer un statut sur les choses qui nous entourent. Ceci, est-ce que c'est accessible ou est-ce que ça ne l'est pas? Ceci, est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ça n'est que la pensée qui cherche à classifier et à contrôler cela. Vous voulez dire que... Enfin... Que lorsque vous aimez, vous êtes en phase avec la réalité telle qu'elle est. Lorsque vous fonctionnez par-delà votre pensée, parce que vous aimez ce que vous faites, vous voulez par exemple être musicien, il n'y a pas de difficulté en tant que telle. Il n'y a que la réalité telle qu'elle est. Qui la rend difficile? Non, non, voyez-vous, c'est la pensée qui, je pense, à tort peut-être, car je dis je pense, qui vous fait dire que vous pensez que ça peut être difficile. Il n'y a pas de difficulté en soi dans la réalité de la vie telle qu'elle est. Si vous voulez être musicien, vous l'êtes. Vous l'êtes parce que vous aimez cela. Et parce que vous aimez cela, vous travaillez par exemple la musique avec amour et sans effort. Et est-ce que c'est pour cela que le monde est en souffrance parce que c'est pas tout le monde qui arrive à être ce qu'ils veulent être? C'est pour ça que vous disiez au début que le monde est en souffrance? C'est parce qu'en choisissant un chemin qui n'était pas le leur, ils ont pris un chemin qui en réalité doivent en quelque sorte les exhorter à travailler avec la pensée pour y arriver. Et c'est pour ça qu'ils vivent avec beaucoup de pensées dans la tête. Peut-être qu'ils n'ont pas pris le bon chemin, ou est-ce qu'ils l'ont mérité? Je ne veux pas déterminer de réponse, et je pense qu'on ne va pas déterminer la réponse ce soir, ce serait un peu très délicat. Mais ce serait probablement se conditionner à une idée toute faite, une fois de plus. Et qui ne s'applique pas forcément à tout le monde. Exactement, de surcroît. Et c'est pour cela qu'il est important de parler, de réfléchir, non pas mécaniquement avec la pensée, mais d'observer, d'être entièrement attentif à tout cela. Car cela pose plusieurs questions fondamentales comme l'éducation, le fonctionnement de la pensée. Car voyez-vous, si vous avez le désir d'être musicien et que vous ne l'êtes pas et êtes par exemple avocat ou que sais-je d'autre, vous ne faites pas de musique, vous n'exprimez pas la musique parce que vous avez en vous l'image, la musique c'est difficile. Et la que ça réalité, ne rapporte pas, ouais, par exemple. Par exemple, donc ce n'est pas une réalité vivante, n'est-ce pas? C'est une réalité morte qui n'existe que dans la pensée, une projection exactement. Et donc, vous êtes conditionné par cette projection, car vous obéissez à cette projection, vous vous soumettez à cette projection. Vous résignez à cette projection. Tout à fait, vous avez accepté cette projection.
Et cela soulève encore une question que celle de l'éducation. Individuel. Oui, car justement, quel est le rôle de l'éducation si l'éducation consiste simplement à nous dire quoi faire et à nous soumettre, à nous contraindre d'accepter. Voyez-vous, lorsque vous dites « je ne peux pas être musicien, c'est difficile », vous mettez très probablement dessus une image résultante d'une soumission à une pensée que vous avez peut-être acceptée vous-même. Vous seul vous êtes mis dans cette impasse-là. Oui. Vous avez peut-être accepté par ce que l'on pourrait appeler la peur et dont nous pourrons très certainement parler maintenant ou plus tard. Vous acceptez et vous vous soumettez à votre éducation, à vos parents, à votre enseignante, à vos amis. Vous acceptez une pensée, vous vous enfermez dans une pensée. Et au final, il n'y a que vous qui pouvez vous sortir dans l'impasse dans laquelle vous avez vous-même enfermé votre esprit. La musique n'est pas chose difficile en soi. Il n'y a pas d'étiquetage possible sur la vie en soi. Certes, nous pouvons parler et étiqueter sur les choses du monde qui nous entourent, dire ce sont ceci, ce sont cela. Mais si nous discutons ainsi, comme le font parfois les gens, alors nous entretenons simplement une relation à nous-mêmes et aux propres images que nous avons créées, que nous avons acceptées et qui sont là présentes en nous et qui nous empêchent d'avoir l'esprit réellement et authentiquement libre et de vivre une vie complètement vivante, j'entends par là libre de la pensée, ou peut-être pourrais-je employer le terme heureuse ou pleine d'amour, de force et d'énergie. Car voyez-vous, la pensée, vous en conviendrez peut-être, est une énergie, n'est-ce pas? La pensée est une fréquence, une impulsion. Ainsi donc, si quand bien même vous avez une profonde aspiration à devenir musicien, vous pensez « je ne peux pas, je ne gagnerai pas assez d'argent, c'est trop difficile », vous utilisez toute une partie de la vie qui est en vous, tout de votre esprit. Vous l'utilisez à créer et à solliciter, à conformer, à engendrer, à perpétuer cette idée en vous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous amenuisez tout seul votre énergie. Vous créez cette... Vous créez votre propre prison. Ouais. Et c'est peut-être pour cela que nous discutons. Est-il possible de s'enfermer dans aucune nouvelle idée ou aucune autre pensée, aucune connaissance quelle qu'elle soit, de se libérer des impasses dans laquelle notre esprit est enfermé, dans laquelle l'esprit de la plupart des gens s'enferme et est enfermé. Et il en va de la liberté et du bien-être de chacun. Car la pensée a été et continue d'être
abusé en son usage utilitaire pratique, elle a véritablement ou vraisemblablement pris une place démesurée. Les hommes créent énormément d'images et de pensées qui engendrent une réalité faussée, car une réalité pleine d'images, mais la réalité véritable, pourrait-on peut-être se permettre de dire, n'est pas celle des images mortes. La réalité est la vie, qui est quelque chose de vivant. Pouvons-nous donc vivre entièrement la vie et ne pas restreindre notre énergie intérieure, notre potentiel? Ouais. Ceci est, je crois, le vrai leitmotiv du pourquoi nous discutons ici. Pourquoi je dirais même nous sommes ici? Exactement, nous pouvons le dire. Pourquoi nous? Ouais. Mais il ne s'agit pas, comme vous l'avez très certainement compris, monsieur, si je peux me permettre, de nous enfermer ou de nous accorder sur une idée quelconque, sur un dogme quelconque, quand bien même cela serait de dire la pensée est mauvaise, car ce n'est absolument pas cela que nous disons ici et maintenant. Nous disons que la pensée ne doit pas être abusée dans son usage utilitaire, mais nous ne le disons pas de façon à ce que cela soit un dogme. Je vous invite à l'observer en vous-même, ce processus. Je ne vous invite pas à... car nous essayons de comprendre ce processus. Nous essayons de parvenir à une forme de liberté dans laquelle toute notre énergie est ici, maintenant, disponible, et pas retenue quelque part, je ne sais pas où, dans l'inconscient ou dans notre pensée, que notre énergie ne soit pas retenue, bloquée et enfermée. Je pense que il est clair que on a beaucoup je pense que tous les sujets dont nous avons traité ici en réalité n'est qu'un sujet, puisque on se rend peut-être pas forcément compte à quel point tout peut être lié. C'est comme un espèce de domino, si j'ose le dire. Mais ce n'est pas un domino où chaque domino représente une idée précise. Tout est lié, oui. Je pense que, en fait, quand on y pense, je pense que même dans les débats politiques, par exemple, il y a plusieurs sujets qui ont été distribués, qui sont proposés pendant les débats politiques, mais on ne se rend pas compte à quel point tous les sujets peuvent se lier les uns les autres.
politique extérieure, assurance sociale, assurance médicale. Parce que si on y pense déjà, tous ces sujets-là ont au moins un point commun qu'on peut y mettre. Au moins un. L'argent. Mais quand on y pense, je ne suis pas certain d'être d'accord avec ce que vous dites. Vous commencez à penser par vous-même. Vous dites que tous ces sujets ont un point commun qui est l'argent. Je ne dis pas que cela est impossible. C'est possible. Je ne l'affirme peut-être pas forcément. Mais il y a quelque chose dont je suis fortement convaincu, c'est que tous les sujets ont un point commun. Car il y a cette énergie formidable et réelle qui fait que nous sommes ici en vie et qu'il y a la vie à proprement parler, cette chose à laquelle nous sommes amenés à faire face tous les jours. Il y a comme une continuité, un continuum d'espace-temps qui ne s'arrête jamais. Donc il semble qu'il y ait effectivement une certaine union, une certaine unification dans l'essence de chaque chose que la vie se propose de manifester. Et la pensée, hélas bien souvent, tente à diviser cela, n'est-ce pas? Parce qu'elle enregistre, Et parce qu'elle le classifie selon des domaines, des thèmes particuliers. Et voilà. Tout en focalisant exclusivement l'objet qu'elle contient. Sans se focaliser sur les objets qui voilà. peuvent découler autour. Je peux par exemple penser, je suis quelqu'un de bien et vous êtes quelqu'un de mal. Et j'ai une pensée très profonde là-dessus, pas profonde dans le sens de véritable, mais une imagerie très, très développée. J'ai beaucoup d'images sur le fait que je suis quelqu'un de bien et beaucoup d'images sur le fait que vous êtes quelqu'un de mal. Et donc, le rapport de ces deux objets exclusivement conservés, enregistrés, mémorisés, façonnés et développés dans ma pensée ne peut se synchroniser. Il y a une division en moi-même. J'opère une division entre les images que j'ai de moi et que j'ai de vous. Comprenez-vous cela? Il y a donc un conflit en moi, un conflit qui est, que je le reconnaisse ou non, qui est présent. Car il n'y a pas d'harmonie, d'union entre les objets divergents de ma pensée. Pour véritablement résoudre ce problème, il faut en un sens ne pas chercher à le résoudre. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille être déconnecté de ce qui se passe en nous, des pensées que nous avons. Cela suppose de le reconnaître, et cette étape est très importante. Voyez-vous, la culpabilité par exemple,
vous n'appréciez pas la façon dont vous vous êtes comporté. Par exemple, donc vous devenez coupable de vous-même à vos propres yeux. Vous avez une culpabilité. Donc, vous cherchez à ne pas reconnaître en fait ce qui s'est passé en vous. Vous cherchez encore une fois de plus à justifier le pourquoi de comment et de pourquoi vous êtes-vous comporté comme ça. Vous cherchez à l'expliquer, à le rationaliser, à le justifier. Et donc, la culpabilité n'est qu'une forme subtile et masquée de votre pensée qui cherche à s'entretenir et à se préserver, à préserver les objets exclusifs qu'elle contient. Il n'y a là-dedans aucune libération, n'est-ce pas? La culpabilité, soi-disant, qui tendrait à se rendre plus responsable, je suis culpabilisant envers moi-même, et cela me sert de leçon, n'est qu'une condamnation supplémentaire et une classification supplémentaire de vous-même et des images qui en plus que vous avez en vous s'ajoutent en plus sur vous-même, vous enfermez encore plus votre pensée en vous-même, vous vous enfermez en vous-même, vous restreignez votre énergie en vous-même. Et il s'agit donc de, quand bien même éventuellement vous avez mal agi, ou disons cela autrement, car j'ai mal agi peut entraîner l'idée d'une classification, du cela n'est pas bien, j'ai fait cela donc ça n'est pas bien. J'ai agi comme cela, et cela s'arrête là. Éventuellement, j'observe la manière dont j'agis. Je sais que j'ai agi. Je le sais, je l'observe. Mais je n'ai pas le droit de condamner cela, de l'enfermer, de dire c'est bien, c'est mal, de dire c'est mal, je me culpabilise. Car dès lors, je me renferme de nouveau. Je dois être capable d'observer la culpabilité qui intervient en moi. Je dois l'observer comme elle est, telle qu'elle est. Je ne dois pas me dire elle est différente de moi, voyez-vous? Je ne dois pas la séparer de moi. Je dois l'accepter comme quelque chose émanant de moi-même. Car voyez-vous, si vous acceptez la culpabilité émanant de vous-même, vous acceptez également la façon dont vous avez agi. Parce que vous acceptez, vous reconnaissez ces pensées qui... Excuse-moi, mais j'ai l'impression là maintenant c'est... Enfin, j'ai l'impression que tu t'essaies de chercher des mots depuis 2 minutes, mais je pense avoir compris l'essentiel. Vous voulez dire clairement que se culpabiliser, en fin de compte, en fait, nous cherchons à résoudre un problème parce qu'on a soi-disant mal agi, mais nous culpabiliser ne peut pas de toute façon régler le problème. Le fait voilà. Même de se culpabiliser est déjà une habitude plus, ouais. De la pensée. Oui, oui. Nous qui sommes habitués tout le temps à penser, nous recommençons à faire intervenir la pensée à travers l'apparence de la culpabilité, mais qui n'est que la pensée déguisée. Mais à nouveau, le piège serait de se dire je me culpabilise, se culpabiliser c'est mal. Car dès lors vous recommencez à dissocier ce qui apparaît dans votre esprit, dans votre pensée. Et donc vous êtes prisonnier
de cela. Et pour ne pas en être prisonnier, cela demande beaucoup d'intelligence et de lucidité, de pénétration de tout ceci. Personne d'autre que vous-même être au mieux apte à le faire pour vous-même. Il s'agit de pénétrer cela et d'accepter, ai-je envie de dire, l'imperfection, l'inharmonie qui peut se manifester en nous, l'incohérence, quand bien même nous n'aimons pas cela, parce que d'abord lorsque nous disons « je n'ai pas aimé la manière dont j'ai agi », nous insistons sur cette condamnation parce que nous avons été éduqués et conditionnés à dire que certaines choses sont mal, et cela se réfère au conditionnement qui dit que telle chose est mal. Donc nous devons parvenir à intégrer notre réaction, la réaction de notre pensée qui dit que ceci est mal. Nous devons accepter notre pensée telle qu'elle intervient, qu'elle dise c'est bien ou c'est mal, car quand nous acceptons notre pensée, pas pour la justifier et lui donner encore plus d'existence, nous parvenons, ai-je envie d'employer le mot, à la transcender. Nous reconnaissons la pensée comme étant intégrée en nous, ces objets sont intégrés en nous, mais nous n'acceptons pas cela. Voyez-vous, il s'agit aussi d'être en révolte. Je suis révolté à l'intérieur de moi-même, avec tout ce qui se passe en moi. Je ne suis pas révolté contre mes pensées, car alors ma révolte est conditionnée à nouveau par la pensée. Je suis révolté parce que je n'accepte aucune forme d'autorité, même celle que ma pensée me souffle, même les sécurités, les belles pensées qui me paraissent apaisantes ou rassurantes et qui me sont soufflées par la pensée. Car si j'accepte pleinement la pensée telle qu'elle est en moi, telle qu'elle se manifeste en moi, il ne semble plus pour elle qu'elle ait de pouvoir de s'accrocher en moi, car je l'ai. Tout ce que vous voulez, enfin, moi je comprends clairement de manière suivante. Et je pense qu'on va en terminer là, parce que maintenant ma capacité d'écoute elle est un petit peu à un bas niveau et je commence à être un petit peu fatigué. Mais, ouais, clairement, en gros, ce que tu veux dire, c'est on n'accepte pas la pensée dans sa manière d'agir. On n'accepte pas la pensée dans sa manière d'agir, mais on accepte la pensée par pourquoi elle est rentrée là-dedans. Je pense quand on est en randonnée, quand un groupe de personnes va en randonnée, en fin de compte, et que mettons, c'est une marche vers la conscience. Quelque part, quand quelqu'un n'arrive plus à suivre, soit c'est qu'il a un caillou dans sa chaussure, soit c'est tout simplement parce qu'il entend le son d'un autre tambour. Je
pense que la vie, c'est une marche vers